Hey, salut Benoît. Je voulais te remercier pour être là aujourd'hui, pour prendre le temps de faire l'entrevue. Je sais que tu es pas mal occupé, mais qu'est-ce que tu avais partagé avec moi l'autre fois? Je trouvais que c'était vraiment, vraiment bon. Puis je pense que c'est quoi qui vaut vraiment la peine d'être partagé avec le monde. Fait que je voulais te remercier tout d'abord pour prendre le temps de faire l'entrevue. Avec plaisir, David. Je suis content de pouvoir te parler aujourd'hui et puis à ta disposition. Cool. Euh, Fait, à fond, moi et Benoît, on se connaît depuis quelques années. On travaille ensemble depuis quelques années. Puis Benoît, il a un parcours super intéressant. Puis, qu'est-ce qu'on va parler spécifiquement aujourd'hui? C'est comment que Benoît a réussi à supporter des enfants qui étaient en difficulté d'apprentissage. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, un peu de ton background? Qu'est-ce qui t'a mené à faire? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, alors j'ai 24 ans et en fait, j'aurais jamais imaginé travailler dans l'éducation. C'est vrai qu'à l'école, je m'en sortais, j'avais pas de difficultés d'un point de vue scolaire, mais par contre, c'est vrai que l'ambiance à l'école était assez dégradée. Et donc, je me serais jamais imaginé devenir prof, en fait. Et j'avais pas la conception qu'il existait d'autres manières de faire ce métier. Et donc ça m'est venu au fur et à mesure, et notamment en utilisant un outil appelé Technotutor. C'est là que je me suis rendu compte qu'il était possible de travailler pour l'éducation et pour l'avenir des enfants et de la société, mais en le faisant de façon différente et en dehors du système tel qu'il est à l'heure actuelle. Mhm. Puis, tu sais, toi, là, on va parler un peu plus en détail de comment tu as supporté des enfants avec ce système-là, mais tu as utilisé le système pour toi-même aussi pendant, ça fait combien de temps environ? 2 ans. OK. Et est-ce que tu peux parler brièvement de ta propre expérience, de comment que toi, ça a changé, comment que ça a amélioré ta capacité d'apprentissage? Parce que toi, tu es, étudiant en droit, si je me trompe pas. C'est bien ça? Oui. Euh, Ce que ça a amélioré, essentiellement, euh, c'est ma compréhension de l'impact qu'a le vocabulaire, non seulement sur l'apprentissage, mais aussi sur la stabilité émotionnelle. Mhm. Et donc, la plus grosse difficulté pour moi à la fac, c'était pas tant les matières en elles-mêmes, mais c'était comment rester avec un travail suffisamment stable euh, au travers de l'année, sachant que le droit n'était pas quelque chose qui me passionnait. C'est-à-dire que Mhm. j'avais fait ça un petit peu par défaut. Et donc, grâce à Titi, euh, j'ai pu avoir un outil qui me permet de travailler efficacement et donc d'intégrer le vocabulaire qui est utilisé dans le droit, parce que n'importe quelle matière qu'on apprend, c'est du vocabulaire, que ce soit en médecine, où il y a énormément de vocabulaire médical qui vient du latin, mais en droit aussi, il y a beaucoup de vocabulaire, dont une bonne partie également vient du latin. Mhm. Et cet outil m'a permis de m'aider à intégrer tout ce vocabulaire. Et ça a créé des très bons résultats parce que l'an dernier, j'ai réussi à être major de ma promotion sur le deuxième semestre. Donc, c'était vraiment bien. Et aussi, l'autre aspect, c'est l'utilisation de Technotutor sur le bien-être émotionnel, on va dire. Et Mhm. notamment dans les 2 dernières années de pandémie, euh, où il y a eu beaucoup de stress pour tout le monde, que ce soit d'un point de vue du virus en lui-même, mais aussi des mesures qui sont prises en réaction par rapport à ce virus. Il y a eu un climat anxiogène pour tout le monde et Titi m'a vraiment aidé au travers de ces mois à rester stable, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec pour se stabiliser émotionnellement et pour aussi trouver un sens aux choses. Mhm. OK, fait que tu sais, toi,
Puis la raison pour laquelle je voulais que tu partages un peu par rapport à ça, c'est que tu as utilisé le système pour améliorer tes capacités d'apprendre, améliorer ta compréhension avant de commencer à supporter des enfants avec le système. Fait que, tu faisais déjà l'expérience un peu d'amélioration dans ton apprentissage avant de commencer à supporter d'autres personnes. Fait que tu as mentionné que tu excellais, comme un peu dans les classes que tu faisais. Puis, est-ce que, en augmentant ta compréhension, est-ce que le droit, c'est devenu plus intéressant? Je dirais que fondamentalement, la matière est devenue plus intéressante. Maintenant, je dirais que la manière dont elle est enseignée aujourd'hui est devenue moins intéressante parce que je vois bien les failles en fait et je me rends bien compte que on étudie les choses sous un angle extrêmement limité puisque les personnes qui étudient, que ce soit le droit d'ailleurs ou une autre matière, peuvent devenir extrêmement savantes dans un domaine, mais c'est complètement unidimensionnel. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'arriver à améliorer la société, à améliorer l'avenir des enfants et des adultes qui vont devenir. Et on ne peut pas se contenter d'aborder les choses sous un seul angle. C'est ça qui nous amène à la catastrophe dans laquelle nous sommes. C'est que chacun a une vision extrêmement parcellaire, extrêmement réduite. Et du coup, personne n'arrive à voir la vision d'ensemble. Et on a des décisions qui sont absolument ridicules, qui sont antinomiques par rapport aux objectifs qu'on devrait se fixer, notamment le bien-être, l'éducation et l'avenir des enfants. Et on arrive d'un point de vue de nos gouvernements à avoir des décisions qui vont complètement à l'encontre de ça et qui derrière sont justifiées par le droit. Donc c'est là qu'on voit que le droit est extrêmement limité de ce point de vue-là. Finalement, ce n'est qu'un système qui permet de justifier des décisions qui sont prises. Fait que même en étudiant le droit, comme là en ce moment, tu peux voir un peu les limites de que c'est pas parce que tu étudies le droit que tu vas vraiment comme tout comprendre le système. C'est vraiment comme la façon que tu en parles, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme si tu étais dans une boîte où tu es limité par le cadre qui est fixé par le système éducatif en droit. C'est un peu ça que tu veux dire? Oui, exactement. Ouais, c'est intéressant tout ça. Fait que là, on va aller dans le vif du sujet. Toi, ça fait combien de temps que tu as commencé à supporter, à faire du tutorat avec Technique 2, puis supporter des jeunes enfants? Ça fait 1 an. 1 an? OK. Oui. Puis, tu m'as mentionné, la dernière fois qu'on a parlé, tu m'as mentionné 2 cas spécifiques des enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage. Combien d'enfants approximativement t'as supporté au total? Alors, les enfants, je les aide généralement sur le long terme. C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec moi, généralement, continuent pendant au moins 6 mois, voire plus. Il y en a que j'ai depuis 1 an. Donc, une dizaine en tout. 10 à 15. OK. Ah, c'est bon. Puis c'est ça, ces deux enfants-là que tu m'avais parlé, qui avaient des difficultés d'apprentissage. Est-ce que tu peux décrire un peu c'était quoi le genre de difficultés auxquelles ils faisaient face? Ils étaient dyslexiques, officiellement, puisqu'ils étaient suivis pour, pour cette raison par un orthophoniste depuis plusieurs années. Et donc, ils avaient des difficultés à lire, il y avait des confusions dans les lettres, et ils butaient sur les mots quand ils lisaient. Donc, forcément, ça crée des problèmes de compréhension de texte, des difficultés pour assimiler l'information et pour apprendre. Puis ça, je veux juste mentionner ce point-là. Fait que, quand tu dis que ces enfants-là étaient dyslexiques, c'est pas toi qui les as catégorisés comme ça. C'était vraiment, ils avaient été suivis par des experts. Les experts en avaient conclu que ces enfants-là étaient dyslexiques. Exactement. Moi, je ne me prononce pas sur le fait qu'ils aient ou non une dyslexie.
Et ils étaient suivis par des orthophonistes et ils étaient étiquetés comme dyslexiques. OK, good. Fait que, toi, c'est quoi que tu as vu comme amélioration avec ces enfants-là depuis comme le début, que tu as commencé à les supporter avec Technique 2? Tu sais, ça a pris combien de temps environ avant que tu vois de l'amélioration? Tu sais, tu peux y rentrer un peu dans les détails, dans le fond, de ça a été quoi le processus, comme de, bon, où est-ce que ces enfants-là... Puis tu peux prendre, tu sais, cas par cas, mais ça a été quoi un peu le processus du premier jour que tu as travaillé avec ces enfants-là, et comment ça s'est amélioré avec le temps? Alors, ma conception par rapport à la dyslexie, c'est que dans le fond, ça n'est pas grave d'être étiqueté dyslexique si derrière, on arrive à lire correctement et à intégrer de l'information. Donc, ce qu'on fait et ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai testé leur niveau de lecture, j'ai vu là où ils avaient des difficultés, puis ensuite, j'ai commencé à utiliser l'outil que j'avais à ma disposition pour les aider. Et en environ 3 à 4 séances, on a commencé pour les deux à voir des petits changements. Voilà. Ne serait-ce qu'au niveau des confusions entre les lettres. Et puis, en 5 à 10 séances, on voyait une belle différence au niveau de la lecture. Fait que leur capacité de lecture s'est améliorée de façon significative. Oui. Puis, là, encore une fois, c'est sûr que ça serait facile pour toi, comme de dire, ah ouais, tu sais, un peu de vanter puis de dire leur capacité de lecture s'est améliorée. Mais il me semble que tu m'avais dit que même les orthophonistes qui les suivaient avaient remarqué une différence eux aussi, sans même qu'ils sachent que tu supportais ces enfants-là. Est-ce que tu peux Alors, parler pour la deuxième personne, je n'ai pas encore de retour de l'orthophoniste, mais par contre, les parents qui l'ont tous les jours et qui la font travailler tous les jours ont pu me confirmer qu'il y a des fortes améliorations, en plus de ce que j'ai pu voir moi. Pour le premier, par contre, ce qui s'est passé au bout d'une dizaine de séances, c'est que l'orthophoniste a appelé sa maman et a dit qu'il avait vu des améliorations et qu'il était étonné. Que depuis 2 semaines, il était étonné par les progrès. Ça fait combien de temps que cet enfant-là était suivi par un orthophoniste? Il a au moins 2 ans. 2 ans. Fait que Ouais, pour environ 2 ans, ils ont vu pratiquement aucun progrès. Puis quand tu as commencé à le supporter avec une deux, le progrès s'est fait voir sur une période, tu disais 10 séances, qui représente combien de temps environ en termes de semaines? En termes de semaines, ben, un mois, environ un mois, à coup de 2 séances par semaine. Et c'est impressionnant quand même, considérant qu'en 2 ans de travail, il y avait pratiquement comme aucune amélioration. Puis en seulement un mois, il commence à avoir une amélioration. Oui. Même les premières améliorations étaient perceptibles au bout de 2 semaines. Après, tout dépend surtout au niveau du deuxième enfant, où on a commencé assez intensivement à coup de 3 fois par semaine. Et là, en 1 à 2 semaines, il y avait une différence assez marquée. Vous voyez que avant, elle butait quasiment sur chaque mot. Et ça s'est transformé. C'est-à-dire que les mots sur lesquels elle bute sont devenus l'exception plutôt que la règle. En fait. C'est-à-dire que avant, elle lisait quasiment chaque mot qui comportait plusieurs syllabes. Elle le lisait en syllabique. Par exemple, grandement, grandement. Et maintenant, un mot comme grandement, elle va dire grandement. Alors, de temps en temps, il va encore y avoir des mots sur lesquels elle va buter un petit peu plus, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un processus. Ouais. Et est-ce que tu peux en parler un peu de ça, comme du fait que c'est un processus, parce que là, on doit écouter ça et se dire, ouais, on sait pas si c'est comme une baguette magique qui. C'est comme la magie, c'est quoi qui fait en sorte que. Est-ce que tu peux parler un peu du fait que, oui, tu as vu de l'amélioration, mais ça demeure quand même un processus? Oui. C'est-à-dire que si un enfant arrive à l'âge de 10 ans, en ayant encore des difficultés à lire, il faut se dire qu'il y a eu quelque chose de raté assez jeune.
Aujourd'hui, la norme, c'est qu'on sait lire à 7 ans. On commence à apprendre à lire à 6 ans et on sait lire à 7 ans. Mais il y a des enfants qui savent lire beaucoup plus tôt. C'est arrivé dans l'histoire. Encore aujourd'hui, il y a des enfants qui arrivent à savoir lire bien plus tôt que 6 ans. Donc, quand quelqu'un a encore du mal à lire à 10 ans, c'est qu'il y a eu pendant plusieurs années une accumulation de retard. Et ce que fait l'outil qu'on a, c'est qu'il va, au niveau du cerveau, recréer des circuits neuronaux par rapport aux mots. Et le fait de faire ça, ça permet au cerveau de traiter plus efficacement l'information qui est associée aux mots et également de mieux appréhender la structure de la langue. Parce que chaque langage a une structure qui lui est spécifique. Le français a une structure qui est différente de celle de l'anglais et puis qui est très éloignée de celle du chinois, par exemple. Mais les enfants qui ont du mal à lire et qui sont dyslexiques, ce que j'observe, ce n'est pas une définition médicale de la dyslexie, attention, mais c'est simplement les enfants qui sont étiquetés comme dyslexiques, ce que j'observe chez eux, c'est que leur appréhension du langage est difficile. C'est-à-dire que leur cerveau a du mal à traiter cette information-là et l'utilisation de l'outil permet d'améliorer ça en recréant des circuits neuronaux. Ah, puis tu sais, j'ai comme un parfait exemple par rapport à ça. Si tu regardes le chinois, en théorie, je suis dyslexique en chinois. Oui, exactement. Mais tu sais, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a une difficulté d'apprentissage ou c'est juste parce que je ne suis pas né dans un environnement chinois? Non, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que j'étudie le russe à mes heures perdues et pour lire le cyrillique, je lis aussi mal qu'un enfant qui est dyslexique. Ah. Éventuellement, si tu t'appliquerais à fond à apprendre le russe avec tes tuteurs, est-ce que tu pourrais parler le russe comme de façon fluide? Oui. Est-ce que tu pourrais lire le russe de façon fluide? Oui. Et la raison pour laquelle je te pose ces questions-là, c'est que, tu sais, la technique, c'est pas quelque chose, c'est différent que l'approche qui est utilisée dans le système. On comprend comment l'apprentissage fonctionne, on comprend comment qu'un enfant est avec ses mots dans son environnement les 7 premières années, puis on comprend comment corriger ça. Puis ça, tu sais, ton histoire le démontre. Même les experts ne savent pas vraiment comment corriger le problème. Et s'ils savaient comment corriger le problème, mais après 2 ans avoir été suivi par un orthophoniste, cet enfant-là aurait eu beaucoup d'amélioration. Sinon, puis quoi d'autre que tu as observé? Parce que là, tu disais que ces enfants-là ont amélioré leur capacité de lecture, mais en général, comme en termes de... Est-ce que leur estime de soi a été affectée, leur confiance? Parce que, tu sais, quand tu réalises que tu es capable d'apprendre, est-ce que ça a affecté ces enfants-là au-delà de juste comme être capable de lire sans douter sur les mots? En particulier pour le deuxième enfant, ça a énormément affecté sa confiance en elle, puisque c'est quelqu'un qui cherche, qui est vraiment impliqué, qui cherche à bien faire, mais qui avait du mal à lire et ça avait un impact important sur sa confiance en elle. Le fait de ne pas savoir lire correctement et d'avoir du mal. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui était dans une école bilingue basque-français. En France, au Pays Basque, il y a des écoles dans lesquelles on fait 2 jours de basque 2 jours de basque par semaine et 2 jours de français dans la semaine. Et du coup, ça mélangeait un petit peu les deux. Et sans avoir d'outils pour vraiment choisir un des deux et l'intégrer, ça créait des confusions. Et donc, ensuite, en lisant, elle avait des difficultés et ça créait des problèmes de confiance en elle, évidemment. Elle se fatiguait plus. Et j'ai vu que on sentait vraiment qu'elle était fière d'elle, qu'il y avait une fierté quand elle arrivait à apprendre les mots, en fait. Et qu'ensuite, elle arrivait à lire plus facilement. Pour l'autre enfant, c'est un petit peu plus compliqué
Tout simplement parce qu'il faudrait qu'il y ait une implication aussi des parents. C'est-à-dire que c'est un enfant qui joue quasiment 2 heures par jour à des jeux vidéo. Mhm. Et donc, il est détaché en fait de son ressenti par rapport à ses progrès. Mhm. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il lit mieux, ses parents se rendent compte qu'il lit mieux, l'orthophoniste se rend compte qu'il lit mieux, mais quand on lui demande est-ce que tu trouves que tu lis mieux, il dit oui, peut-être, mais en fait, il est omnibulé par autre chose. Il est Mhm. diverti par autre chose. Et là, je voudrais ajouter un point, c'est que même si on a le meilleur outil, il faut ne pas oublier que il faut avoir une approche holistique, globale. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que on va utiliser un outil pour derrière faire n'importe quoi au niveau de l'environnement de l'enfant. Il y a des choses qui sont constructives et il y a des choses qui sont destructives. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Les vitamines sont quelque chose de constructif pour le corps. Mhm. À l'inverse, si vous prenez de la cocaïne, ça va être quelque chose de destructif. Ouais. De la même manière, la lecture, globalement, est quelque chose de constructif pour le cerveau. Les jeux vidéo, sauf exception, mais les jeux vidéo modernes, ultra stimulants, qui sont en définition en 4K, dans lesquels on passe sa journée à tuer des gens virtuellement, c'est destructeur pour un enfant. Mhm. Donc, si derrière on utilise Technotutor, ça va remplir son rôle, c'est-à-dire qu'il va être capable de lire de façon très efficace. Mhm. Mais est-ce que derrière, il pourra utiliser ça pour, euh, pour commencer à grandir personnellement? Ça va nécessiter de remettre en cause les choses de façon globale. Il ne faut pas oublier que c'est un enfant qui n'a que 10 ans, donc il n'a pas encore la maturité pour se poser les questions. Mais s'il utilise Titi régulièrement, le fait de développer son niveau de vocabulaire, en fin de compte, ça pourra peut-être lui permettre de se rendre compte du processus dans lequel il est engagé et de modifier les choses. Mais Mhm. ça, c'est pour répondre à ta question par rapport à l'estime de soi. Dans son cas, c'est un peu plus compliqué parce il est concerné par autre chose, en fait. Mhm. Et par contre, l'autre enfant, c'est extrêmement clair que oui, c'est un impact sur son estime de soi. Mhm. Ah, c'est génial, ça. Qu'est-ce que tu penses de ça aussi, de, du fait que c'est aussi un environnement global? Il faut bien sûr un outil qui soit efficace pour réintégrer les choses qui sont clés, mais après, c'est aussi un environnement. Ouais, ben, tu sais, faut que le support individuel que l'enfant va recevoir de ses parents joue aussi un rôle clé. Tu sais, beau avoir le meilleur outil du monde, comme tu dis, il faut aussi faut aussi un bon environnement. Fait que, tu sais, si cet enfant-là est accro aux jeux vidéo, il y a une raison pour laquelle on est rendu là. Puis, tu sais, ça va être ça, c'est quelque chose que les parents ils peuvent intervenir. Puis, mais qu'est-ce qui est cool? C'est que, tu sais, une chose qui est garantie, c'est qu'un enfant n'aura jamais de passion pour la lecture s'il ne comprend pas ce qu'il lit. Fait que, tu sais, Oui, une fois qu'il comprend ce qu'il lit graduellement, il va. Tu sais, ça peut être un processus pour cet enfant-là, mais rendu à un certain point, il va avoir plus de passion. Il peut potentiellement développer plus de passion pour la lecture que pour les jeux vidéo. C'est ça que j'ai expérimenté pour moi-même. Plus que j'ai augmenté ma compréhension de lecture, il s'est rendu que pour moi, lire un livre, c'est plus divertissant que d'écouter la télé, d'écouter des films ou de jouer, jouer à des jeux vidéo, par exemple. Si je fais n'importe. Si je m'assoirais en avant de Netflix pendant 4 heures, je m'ennuierais à mourir. Mais lire des livres, puis m'éduquer sur certaines choses, lire des articles, maintenant, je trouve ça passionnant, je trouve ça super, super divertissant. Fait que, tu sais, je peux. Les personnes que. Tu vois, dans son cas, c'était vraiment comme son environnement. Mais si les parents prendraient part actif au processus, c'est quelque chose qui pourrait changer. Qui, en continuant à développer sa capacité de lecture et en supportant l'enfant comme dans la bonne direction. Mais tu sais, c'est comme, j'ai bien aimé ton exemple avec la nutrition. C'est comme, t'as beau prendre des vitamines, mais si tu manges du McDo 7 fois par semaine, à un moment donné,
ton impact, l'impact de tes vitamines va être assez limité. Fait que c'est aussi d'avoir du gros bon sens. Oui, mais là-dessus, dans tous les cas, l'outil fonctionne sur l'aspect du développement du vocabulaire et de la lecture. C'est-à-dire, dans les années 50, quand un enfant rentrait de l'école, il y avait rarement la télé chez lui. Pour être sûr, disons les années 20, il n'y avait pas de télé. Donc, si jamais il n'y avait rien à faire pour aider les parents ou travailler au champ ou que les devoirs étaient faits, qu'est-ce qui restait à faire? Aller jouer dehors. Et puis, éventuellement, si on en avait marre de jouer dehors, rentrer chez soi et finalement, prendre un livre, c'était relativement à portée. Puisque aujourd'hui, ils sont submergés par un certain nombre de stimulations, les tablettes, les jeux vidéo, la télévision HD, tout ce type d'écran. Et du coup, ça ne va pas être naturel pour eux de prendre un livre. Mais par contre, si en faisant tous les jours un processus pour intégrer le vocabulaire, on arrive à faire en sorte que pour eux, lire soit non seulement ni une contrainte, mais en plus soit extrêmement facile, c'est-à-dire qu'ils soient presque attirés par le livre et les mots parce que les mots font partie d'eux, au moins, ils auront une chance de pouvoir s'y mettre sans douleur, en fait, et de se rendre compte que c'est extrêmement constructif et que ça peut leur apporter beaucoup. Ouais, ça fait du sens. C'est comme ça serait dur pour moi d'avoir de l'intérêt pour un livre écrit en chinois si je comprends pas le chinois. C'est le même principe qu'en français, tu as des niveaux de littératie que si ton niveau de vocabulaire est extrêmement bas en français, c'est sûr que tu n'auras aucun intérêt pour la lecture. Ça va être quoi qui va être, comme tu dis, tu vas juste le résister. Fait qu'en enlevant cette résistance-là, ben, tu peux sans effort commencer à développer l'intérêt de l'enfant pour la lecture. Mais aussi, c'est que tu corriges le problème de l'apprentissage qui était du fait que tout l'apprentissage se fait toujours par les mots. Fait que si tu n'as pas les mots, tu vas être assez limité. Avant qu'on finisse, est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais partager par rapport à ton expérience avec ces enfants-là? J'aurais un dernier point pour un autre enfant sur lequel on avait travaillé les mathématiques. C'est une anecdote pour vraiment montrer l'importance du vocabulaire. C'est-à-dire qu'il faut développer son vocabulaire de façon générale pour arriver à lire et à comprendre des textes de plus en plus complexes. Mais même pour quelque chose comme les mathématiques, qui peut sembler extrêmement précis, c'est malgré tout une question de vocabulaire. J'avais un enfant à qui j'avais appris le théorème de Pythagore, qui permet de démontrer notamment que deux droites sont perpendiculaires dans un triangle rectangle. Parce que si on démontre que c'est un triangle rectangle, eh bien, ça veut dire que les deux droites sont perpendiculaires. Et au contrôle, il s'était trompé parce qu'on lui avait justement demandé de prouver que les deux pans du toit étaient perpendiculaires. Alors, il savait parfaitement faire le théorème que je lui avais appris. C'est ce qu'il fallait utiliser. Mais il n'avait pas compris qu'il fallait utiliser ça parce que le mot perpendiculaire ne lui parlait plus. Alors qu'il avait 14 ans et que c'est un mot qu'on apprend quand on a 7, 8, 9 ans et qu'on est censé maîtriser ensuite. Donc, c'est juste pour dire que le vocabulaire, même en maths, est vraiment ce qui fait la différence et que là aussi, Technotutor est l'outil qui permet de s'assurer qu'on développe le vocabulaire qu'il faut en temps et en heure et que si on ne l'a pas fait en temps et en heure, on puisse le rattraper. Voilà. Je suis content que tu aies mentionné cet exemple-là parce que la majorité des gens ne réalisent pas que les maths, c'est juste des symboles et du vocabulaire. Quand tu as tout ça d'intégrer, ben, ça devient vraiment facile. Ça devient aussi facile que la lecture. Fait que, toi, dans le fond, est-ce que tu peux parler un peu des services que tu offres en ce moment? Parce que là, il y a peut-être des gens qui écoutent cette interview-là qui aimeraient en savoir un peu plus. Peut-être qu'il y a des parents qui ont des enfants en difficulté, qui ont des difficultés de lecture ou des difficultés d'apprentissage, qui aimeraient ça un peu
peut-être travailler avec toi et voir qu'est-ce que tu fais, en savoir un peu plus sur les outils que tu fais. Est-ce que tu peux décrire brièvement c'est quoi un peu les services que tu offres en ce moment? Alors, pour les personnes qui sont en France, dans le sud-ouest de la France, proche de Bayonne, Anglet, Biarritz, j'offre mes services de tutorat, c'est-à-dire des cours particuliers pour les enfants qui sont à l'école et qui ont des difficultés. Et j'offre aussi mes services pour ceux qui ont des difficultés à apprendre à lire. Vous sachiez, si vous êtes parent, que quand vous avez un enfant qui est en âge d'apprendre à lire, le plus tôt on commence pour apprendre la lecture, le plus efficace on peut être et surtout, le plus de temps il aura ensuite pour se développer. C'est-à-dire qu'avec l'outil qu'on a, même si on prenait quelqu'un qui ne savait pas lire à 30 ans, qui ne sait pas lire à 30 ans, on a un outil tellement efficace qu'on arriverait à le faire lire extrêmement bien. Mais par contre, c'est quand même dommage, il aura perdu 20 ans. Donc, le plus tôt on commence, le mieux c'est. Il y a ça. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui veulent notamment faire instruction en famille et qui cherchent des conseils, je peux aussi, d'ailleurs, quel que soit votre lieu en France, je peux faire des sessions pour vous conseiller. OK, super. Ça, puis comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Est-ce qu'ils peuvent te rejoindre sur Facebook? Écrire sur Facebook? Ouais. OK, cool. Et puis, me suivre sur ma chaîne YouTube et en description, il y aura des liens pour me contacter. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Est-ce que c'est ton nom complet? Benoît Cornette. OK, parfait. Fait qu'on va mettre le lien de ta page Facebook et de ta page YouTube dans la description du vidéo. Puis de mon côté, s'il y a des gens au Québec aussi qui veulent en savoir plus sur Techniteur, n'hésitez pas à me rejoindre, soit moi, soit Benoît. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook ou sur Facebook également. J'ai aussi une chaîne YouTube si vous voulez regarder un peu d'autres vidéos et d'autres expériences d'adultes et d'enfants qui ont amélioré leur capacité d'apprendre avec l'écriture. J'en ai quelques-unes, puis j'en ai beaucoup qui s'en viennent. Fait que c'est ça. As-tu un petit mot de la fin pour conclure tout ça? Oui, bien sûr, ça serait que dans le fond, c'est à vous en tant que parent de prendre la responsabilité pour l'éducation de vos enfants. Je sais que ça ne fait pas forcément plaisir à entendre et qu'on nous a habitués à ce que l'État prenne en charge beaucoup de choses, aussi bien au niveau de la gestion sanitaire d'une société, ce qui est l'exemple du moment, mais également au niveau de l'éducation des enfants. Mais aujourd'hui, malheureusement, que ce soit en France ou aux États-Unis ou au Québec, Canada, les écoles publiques du moins sont de plus en plus déplorables dans leur niveau. Et de l'autre côté, les besoins sont de plus en plus importants. C'est-à-dire que dans la société qui est en train d'advenir, vos enfants auront vraiment besoin d'être de plus en plus adaptables et de plus en plus capables d'apprendre par eux-mêmes et aussi capables d'être généralistes et pluridisciplinaires pour pouvoir s'adapter parce qu'on ne sait pas tout simplement quels seront les métiers qui seront disponibles demain. Voilà le mot de la fin. Ah, c'est très bien dit. Puis c'est vrai, puis je pense qu'on le réalise aujourd'hui avec tous les défis auxquels on fait face, d'avoir des difficultés d'apprentissage au 21e siècle, ça va vraiment, vraiment affecter les gens beaucoup plus que dans le passé, où même si on n'avait pas une super éducation, on avait quand même beaucoup de travail qui était manuel, qui était simple, qu'on arrivait à s'en sortir. Mais là, ça devient comme impératif d'avoir une éducation supérieure. Puis le système scolaire est vraiment, vraiment en retard à ce niveau-là. Bon, ben, je te remercie, Benoît, pour ton temps. Avec plaisir, David. Et puis, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. OK, parfait. Ouais, puis ça, s'il y a des gens qui ont des questions aussi, n'hésitez pas à nous écrire soit à moi, soit à Benoît en privé, puis ça va nous faire plaisir de répondre. OK, salut tout le monde. À très vite.